bienvenue sur le DLRH, dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. Avant de passer la parole au directeur général des services du centre de gestion du Puy-de-Dôme, juste se fixer quelques petites règles. On va bien veiller à couper ses micros. La présentation vous sera envoyée au même titre que du coup la réunion qui sera aussi enregistrée. Et pour ce qui est des questions, parce que aussi c'est une règle qui marche bien lors de ces matinales, pour ce qui est des questions, on attendra la fin de la présentation pour les poser via le chat, entre guillemets. Ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Monsieur Serre pour quelques éléments introductifs sur ce dispositif de signalement. Vous m'entendez? Oui. Oui, monsieur Serre. Bon, écoutez, c'est parfait. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés pour cette première matinale de l'année concernant le dispositif de signalement. Ce dispositif qui, effectivement, date réglementairement de 2020, mais qui n'a pas été mis en place par le centre de gestion pour des raisons de Covid, et puis parce qu'on n'avait pas toute l'organisation envisagée. Bon, cela étant, on n'est pas le seul centre de gestion dans cette situation. Ce dispositif de signalement, il concerne donc les discriminations, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les agissements sexistes. Donc, c'est un dispositif, comment dirais-je, assez large, qui touche à des thématiques qui sont à la fois sensibles, qu'il est parfois difficile d'identifier, tout au moins pour certaines d'entre elles, et qu'il faut à la fois manier avec lucidité, prudence et j'ai envie de dire responsabilité, puisqu'il en va de la responsabilité des employeurs de protéger ses salariés contre ces agissements et de rester, comment dirais-je, vigilant. Mais il s'agit de protéger, d'écouter, d'assister, en même temps de mettre des mots sur les choses, de ne pas hésiter à mettre des mots sur les choses et sur des comportements, même si c'est parfois délicat ou qu'on ne s'imagine pas que ces choses-là puissent se produire à l'intérieur de sa collectivité. En termes de management, c'est souvent complexe et difficile à aborder, mais nous avons, tous les managers, tous les employeurs ont cette responsabilité d'agir sur ces questions-là lorsque leurs agents, voire pourquoi pas eux-mêmes, peuvent s'y trouver confrontés. Et l'idée, c'est quand même de vous assister dans la mise en place de ce dispositif, par des moyens appropriés et déjà aussi de fixer le cadre, de savoir de quoi on parle et de quoi il s'agit. Donc, vous verrez dans le détail ce qui est effectivement abordé. Alors, avec une nuance, et c'est le paradoxe de ce dispositif, c'est que pour pouvoir en bénéficier, il faut adhérer au dispositif. Sans quoi on ne peut pas en bénéficier. Alors, peut-être qu'on peut dire, oui, c'est un peu compliqué dans la mesure où on devrait pouvoir agir directement, surtout sur des sujets comme ça, mais le dispositif légal prévoit une adhésion. Donc, ce qu'on va aborder ce matin, c'est le dispositif qui est mis en place. Déjà, cadrer les choses, savoir de quoi on parle et de quoi il s'agit. Ça, c'est très important de bien savoir ce que recouvre le périmètre de ce qu'est la discrimination, de ce qu'est le harcèlement moral, sexuel, les agissements sexistes, parce que souvent, on en a une idée, mais pas suffisamment précise. Donc, l'idée, c'est quand même là de cadrer ce dont on parle et ensuite de vous donner les outils qui vous permettront d'agir avec notre assistance, moyennant effectivement ce conventionnement, en insistant sur un fait, c'est de ne pas se voiler la face et en même temps d'être prudent dans ce que l'on dit et dans ce que l'on fait, de façon à ne pas avoir des accusations non plus à tort. Donc, c'est important
de bien être au fait de ces situations et de rester vigilant parce que ces comportements ne peuvent pas être admissibles dans la fonction publique, pas plus que dans le privé d'ailleurs. Bien, écoutez, je vous laisse maintenant suivre le déroulement de l'explication et puis selon ce qu'a dit M. Brenas tout à l'heure, on sera à l'écoute de vos questions et en soutien auprès de vous sur ce sujet-là. Merci, Monsieur Serre. Juste, on va évoquer, j'ai oublié de me présenter, je suis M. Brenas, je suis un nouveau membre de l'équipe du centre de gestion, je suis responsable du pôle santé, sécurité, qualité de vie au travail. Pour ceux qui me... je vais évoquer avec vous, après ces éléments introductifs de M. Serre, un petit peu le cadre réglementaire, parler des définitions et enjeux, puis on en reviendra sur la présentation du dispositif. Pour ce qui est du cadre réglementaire, l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans une litanie des textes, parce que je pense que à travers les textes que je vais évoquer avec vous, vous allez avoir des échos sur des choses dont on parle beaucoup ces derniers temps au niveau de la société et des enjeux qu'il y a autour. Évoquons la question du harcèlement sexuel d'un point de vue réglementaire. Aucun agent ne peut subir des faits assimilés au harcèlement sexuel consiste en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur, mais aussi au profit des tiers. Aucun agent ne doit subir de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Voilà pour ce qui est de la définition du harcèlement sexuel. On verra un petit peu plus tard, parce qu'il y a quelques exemples qui sont donnés, qui vous éclaireront sur ces situations qui parfois sont un petit peu protéiformes. Avançons sur la diapo suivante. Le harcèlement moral. Là aussi, ce sont des choses dont on parle, parfois de manière tellement protéiforme qu'on y associe des définitions qui sont très très variables. Le harcèlement moral, c'est aucun agent ne doit subir sur les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, de compromettre son avenir professionnel. Voilà pour ce qui est de la définition du harcèlement moral. Il y aura aussi quelques exemples par la suite. Les agissements sexistes. Nul ne doit subir d'agissements sexistes, définis comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Agissement sexiste aussi, pareil, au cas par cas, très très protéiforme. Et pour vous donner quelques exemples, on a voilà, pour ceux qui connaissent les services techniques, on retrouve parfois, vous savez, des calendriers de personnes dénudées, très souvent de jantes féminines. La question du agissement sexiste et du calendrier, à l'heure actuelle, elle rentre en ligne de compte dans les décisions des tribunaux. Voilà. Il faut aussi appeler un chat un chat. Pour ce qui est de la discrimination, on va aller sur quelque chose aussi qui va être d'assez protéiforme et qui va renvoyer vers tout un tas de situations. Je crois au nombre de 26, puis qui sont susceptibles d'évoluer réglementairement, des situations que l'on connaît classiquement qui vont être l'appartenance à une ethnie, l'orientation sexuelle, mais qui vont aller, vous le verrez plus tard aussi, jusqu'à, c'est noté, la domiciliation bancaire. La discrimination, aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre des agents publics en raison de leur opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie ou à une race. Donc vous voyez que c'est très très large, mais dans un deuxième temps, on y viendra pour vous donner des définitions un petit peu moins barres de ces situations. Alors, à travers
ces textes que je vous ai, qui reposent sur le Code du travail, il y a aussi tout le champ des dispositifs en lien avec le pénal. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important et qui vient aussi, en gros, interagir de manière synergique avec les dispositions du Code du travail. Je voulais évoquer aussi avec vous le fait est que, ajoutons qu'en outre, bien que ces notions, agissement sexiste, harcèlement moral et sexuel, agression sexuelle, renvoient des comportements distincts, un employeur, au titre de son obligation générale en matière de santé et sécurité, doit veiller à protéger ses agents contre l'ensemble de ces agissements en prenant en compte les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité physique et mentale de ses agents. Donc là, je vais marquer un premier stop et un stop qui est important, dans le sens où le dispositif qui va vous être proposé, qui va vous être expliqué, en soi, ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire que déjà, vis-à-vis du Code du travail, vous avez cette obligation générale de sécurité qui fait que si vous êtes au courant de ces situations, vous devez traiter. J'entends par là que j'ai déjà eu des échanges peut-être avec certains d'entre vous. En fait, certaines collectivités attendent la mise en place de ce dispositif de signalement pour traiter les situations. Eh bien, ces collectivités ne font pas le bon chemin. Si ces situations sont détectées, c'est l'employeur qui prend les mesures nécessaires. J'ai même envie de vous dire qu'attendre la mise en place de ce dispositif, au contraire, ça pourrait être entre guillemets, vous mettre en difficulté parce que ça veut dire que vous étiez au courant et que vous n'avez rien fait. Ça, c'est très, 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 très important. Je le redis, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de dispositif que dans l'absolu, l'employeur ne doit pas prendre les mesures qui sont nécessaires. Voilà. Je le redirai un petit peu plus tard parce que c'est très, très, très important, ce point-là. Alors, pour ça, les dispositions juridiques, elles ont évolué et depuis le 1er mai 2020, toute collectivité territoriale et tout établissement public doit permettre à ses agents de signaler des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. De signaler, pourquoi? Parce essentiellement dans quel cas de figure? Deux cas de figure. Je pense soit l'employeur, en gros, ne fait rien, et à ce moment-là, c'est un dispositif qui est tourné pour l'agent et pour libérer sa parole, soit ce sont peut-être aussi pour traiter des situations silencieuses qui, si elles ne trouvent pas écho côté employeur, soit l'agent justement veut, entre guillemets, faire valoir ses droits, soit l'agent a du mal à se livrer à son employeur. Donc, c'est véritablement ces deux situations-là. Pour faire ça, les employeurs territoriaux du Puy-de-Dôme peuvent confier cette mission au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme via une convention établie entre les parties, convention qui vous sera expliquée tout à l'heure. Vous pouvez très bien aussi monter ce dispositif en interne. Enfin, voilà, à partir du moment où vous allez atteindre la prescription réglementaire. Et ce qui va fixer le dispositif de signalement, on va s'appuyer sur le décret 2020-256 du 13 mars 2020, qui va fixer le contenu du dispositif des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste, avec 3 étapes qui sont obligatoires. Voilà. Alors, un petit focus sur le dispositif de signalement. Le dispositif est ouvert aux présumés victimes ou témoins des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste, donc à la fois présumés victimes, mais témoins aussi. 3 étapes obligatoires vont jalonner ce dispositif. Recueillir le signalement et orienter l'agent présumé victime. Deuxième étape, analyser les signalements effectués afin, si nécessaire, d'orienter la victime vers les autorités compétentes pour prendre toutes les mesures de protection fonctionnelle appropriées. Et ensuite, troisième point, assurer le traitement des faits signalés. Alors, chose aussi qui est très, très, très importante. Des règles de confidentialité, de consentement et d'analyse de la situation, sur la base de pièces qui sont versées au dossier, vous le verrez par la suite, soutiennent l'impartialité de la procédure et de son degré de confiance. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça rentre dans le dispositif, quand au moment où on va lever l'anonymat et lever la confidentialité, on va demander au témoin et à la présumée victime, en fonction de la situation, l'autorisation pour réaliser cette chose-là. Ça veut dire que, en gros, s'il y a un signalement qui arrive, le
le rôle et qu'on en est au stade de l'étude, il n'y aura pas d'informations qui vont sortir vis-à-vis des employeurs. Voilà, puisque ça va rester hermétique et dans le domaine de la confidentialité jusqu'à ce qu'on nous permette de sortir cette information. Voilà. Alors, je vous ai là cité sur les discriminations quelques situations de discrimination, puisqu'elles sont une liste existe. Vous avez l'âge, vous avez l'apparence physique, l'appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, l'appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une nation, l'appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une prétendue race, à une prétendue religion, l'état de santé, très grande vigilance sur l'état de santé. Je le dis parce que l'état de santé, voilà, c'est des questions des restrictions médicales, c'est des questions de mobilité aussi qui peuvent être en lien avec les restrictions médicales, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, la grossesse, la situation de famille. Voilà, famille nombreuse ou pas, famille monoparentale avec une famille isolée, le handicap, le patronyme, le sexe, les activités syndicales, les caractéristiques génétiques, les mœurs, les opinions politiques, l'origine, le lieu de résidence, la perte d'autonomie, une discrimination qui peut être en lien aussi avec la vulnérabilité d'une personne résultant de la situation économique, la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français, la domiciliation bancaire. Alors, les agissements sexistes, quant à eux, pour aller rentrer dans des choses qui sont un petit peu moins barbares, se caractérisent notamment par le fait d'avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne ou de créer un environnement défavorable en fonction du sexe. Les agissements peuvent être volontaires ou involontaires. Retenez ça aussi, hein, volontaires ou involontaires. Ils peuvent par exemple consister en des remarques enfonçant les stéréotypes sexistes, c'est bon, le cas typique, stéréotypes sexistes homme-femme, des incivilités, ou encore des compléments sur les physiques qualités ramenant les travailleurs à leur sexe. À l'heure actuelle, on voit qu'elle est tout doucement, ces fameux calendriers débutés, on voit qu'elle est tout doucement évoquée. Allons-y. Pourquoi la domiciliation bancaire pour la discrimination? La domiciliation bancaire, pour tout vous dire, je crois que c'est le dernier point du listing. Vous dire exactement vers quoi ça renvoie, je n'ai pas trouvé spécifiquement d'éléments, sauf que l'on sait que, par exemple, il y a des banques qui sont en lien avec, je prends un exemple, la banque postale, depuis un temps, postulat a été posé que c'était plutôt la banque du pauvre. Vous devez avoir aussi des problématiques en lien avec les problématiques, vous savez, de situation de surendettement qui fait qu'on doit peut-être aussi à des moments avoir uniquement une domiciliation bancaire auprès de certains établissements. Mais pour moi, pour l'instant, ça ne renvoie pas vers, je n'arrive pas aussi à définir exactement ce qu'il en est. Et je pense que c'est des situations qui sont très, très, très à la marge. Avançons. Les violences verbales, ce sont des propos excessifs, blessants, grossiers ou des provocations à la haine, à la violence ou aux discriminations. Les propos sont tenus sous le ton de l'humour, mais blessent ou stigmatisent, peuvent aussi être vécus par les agents qui se sentent mis en cause comme des violences verbales. Rendent notamment dans le cadre des violences verbales les menaces, insultes, intimidations, injures, outrages, diffamations. En termes de définition, c'est assez clair, celle-ci. Pour ce qui est des violences physiques aussi, c'est assez clair. Ça englobe les violences qui portent atteinte à l'intégrité physique de l'individu. Il peut s'agir de coups et blessures qui impliquent un contact direct entre l'agresseur et la victime. Elles se traduisent principalement par une ou des blessures aux conséquences multiples, préjudice esthétique, souffrance, handicap irréversible, voire perte de la vie. Sont par ailleurs des violences physiques, des gestes ou agissements destinés à impressionner fortement, intimider, causer un choc émotionnel ou un trouble psychologique. Là, je vous prends l'exemple de cette situation. Attendre le dispositif de signalement pour traiter ces situations de violence verbale ou physique, attendre pour l'employeur, c'est
carrément raté le coche de ce qu'il doit faire dès la survenance de ces leçons. Voilà. Il se peut parfois que du coup, ces violences ne soient pas prises en compte et que l'agent demande justement à activer ce dispositif de signalement. Le harcèlement moral au travail, c'est peut-être défini comme un ensemble d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte aux droits de l'agent, sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale. Ce sont des gestes, des paroles, une simple attitude. Ainsi, une personne victime de harcèlement moral, lorsqu'elle est confrontée à des situations humiliantes de façon répétée dans l'exercice de ses fonctions, avec aussi quelque chose qui est important, un petit focus sur les situations qui sont récurrentes, une relation de pouvoir entre l'agent et la victime, un isolement qui vise à la séparation de l'agent de son collectif de travail, des persécutions qui visent à la surveillance permanente des faits et gestes de l'agent, ou le harcèlement punitif qui met les personnes en situation de justification constante. Sachez aussi que sur cette question, je crois qu'on va le voir sur la diapositive suivante, de harcèlement moral, le harcèlement moral, il est entre subordonnés et agents, entre agents et subordonnés, mais aussi il est entre agents. Et c'est bien le rôle de l'employeur, notamment vers l'encadrement, notamment via le biais de l'encadrement, de participer à la régulation de ces situations-là. Notons que sur le harcèlement moral, c'est le cumul de 3 facteurs. Des agissements répétés, mais un seul acte peut suffire pour caractériser le harcèlement moral discriminatoire. Une dégradation des conditions de travail, une atteinte au droit et à la dignité, une altération de la santé physique ou mentale, ou le fait de compromettre l'avenir professionnel de l'agent. Le harcèlement sexuel peut se manifester par des propos ou gestes à connotation sexuelle, par une attitude particulièrement insistante malgré des refus répétés ou encore des propositions de nature sexuelle. Le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle, ces propos, ces comportements vont porter atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le fait, ça c'est important aussi, même non répété, d'utiliser toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Alors, vrai, faux sur le harcèlement moral. Alors, bien évidemment, je vais les prendre un par un. Et évidemment, parfois en une ligne, il est très difficile de caractériser une situation de travail où les tenants et les aboutissants sont beaucoup plus larges que ça. Est-ce que une situation de critisme incessante, avec des sarcasmes répétés, peut-être fonction bien évidemment j'ai envie de dire, il faut prendre le cadre général. Peut-être une situation pour laquelle il y a harcèlement moral. Mais oui. Les brimades de l'humiliation, oui aussi. Les propos calomnieux, insultes, menaces, oui aussi. Les mises au placard avec des conditions de travail dégradantes, oui aussi. Le refus de toute communication, oui aussi. L'absence de consignes ou existence de consignes contradictoires, oui aussi. Privation de travail ou charge de travail abusive. Fonction des situations, ça peut être considéré comme tâche dépourvue de sens ou sans rapport avec les fonctions, idem. Demander à quelqu'un de s'investir plus dans un dossier, non. Voilà. Il y a aussi la manière dont on pose les choses et puis, on va dire, le contexte général. Recadrer quelqu'un sur la qualité de son travail, non, ce n'est pas un motif de harcèlement moral. Alors, c'est très difficile, des fois, en 3-4 mots, parce que ça renvoie toujours à des situations, mais vous voyez que il y a des situations parfois qu'on rencontre. Qu'on rencontre dans quel sens? En fait, chacun donne sa définition de harcèlement moral.
Chacun donne sa définition de harcèlement moral et chacun a une représentation qui est différente. Recadrer quelqu'un sur la qualité de son travail, ça peut être pris par la personne qui est recadrée comme une question de harcèlement. Au même titre que, je vais vous prendre un exemple, tâche dépourvue de sens ou sans rapport avec les fonctions, c'est pas toujours analysé comme c'est quelque chose qui pourrait être du harcèlement moral du côté de l'encadrant. Et en fait, c'est sur cette définition, ces définitions sont tellement protéiformes qu'on en reviendra toujours à la base, c'est-à-dire à la définition juridique de ces situations. Alors, vrai ou faux harcèlement sexuel, le fait pour un président d'avoir conseillé à un agent qui se fait beaucoup de soleil de dormir avec lui dans sa chambre, ce qui lui permettrait de lui faire du bien. Oui, c'est du harcèlement sexuel. Les interpellations familières, exemple, s'adresser à une femme en employant des termes tels que ma petite, ma mignonne, ma belle, ma chérie, oui, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Le fait de bloquer un agent contre un mur en lui touchant les fesses, oui, on est même sur la problématique de l'agression. Les remarques et blagues sexistes, exemple, raconter régulièrement des blagues sexistes à un de ses collègues de travail qui la mettent mal à l'aise, oui, on est sur le champ du harcèlement et de l'agissement. Le fait pour un encadrant de déposer sur le bureau d'un agent des ouvrages ou articles à caractère ou contenu sexuel, de proférer à son encontre des remarques, invitations ou propositions sexuelles, parfois accompagnées de gestes déplacés, bien évidemment, c'est une situation qui doit alerter. Les considérations sexistes sur la maternité ou les charges familiales. Exemple, souligner la non-disponibilité d'une salariée en soirée car elle doit s'occuper de ses enfants. Oui, c'est une situation qui doit alerter, et entre parenthèses, ce sont des mots qui n'ont pas lieu d'être. Inviter son collègue au restaurant. En fonction du contexte, je vais vous dire une chose, voilà, on peut encore inviter son collègue au restaurant. Par contre, on ne peut pas lui toucher les tresses après, bien évidemment. Adresser à une jeune collègue nouvellement embauchée de longs courriers manuscrits, de nombreux courriels contenant des propositions et des déclarations. Lui exprimer le souhait de la rencontrer, seule, dans son bureau, lui adresser des invitations qu'elle a toujours refusées et lui faire parvenir des bouquets de fleurs. Oui, ça peut être pris en compte. En fait, vous savez, la problématique aussi qu'on va toucher, c'est la question de séduction, parfois sur le travail. Et là, quand on prend la notion de séduction, ça va reposer sur deux choses. On se rend compte sur le lieu du travail aussi, hein, la notion de consentement et la notion de respect. Voilà. Il est évident qu'à un moment, quand les choses deviennent un peu trop insistantes, évidemment que ça interroge. Revenons-en au dispositif proposé par le centre de gestion. Alors, M. Serre l'a dit, un préalable pour les structures qui souhaitent bénéficier du dispositif. Délibérer pour adhérer au dispositif du centre de gestion via convention. Le coût il est gratuit pour les collectivités qui sont affiliées. Pour les collectivités non affiliées, il sera de 400 € par dossier bénéficiant d'une orientation de la cellule signalement. Vous verrez un petit peu la question de l'orientation de la cellule signalement. Au sein du centre de gestion sera constitué un référent signalement et une cellule signalement. Les agents auront la possibilité de saisir d'activer le dispositif via un formulaire de contact accessible sur le site internet du centre de gestion, endroit possible par courrier ou par courriel. Et il y aura aussi un contact téléphonique possible, tout en sachant qu'il faudra, dans le deuxième cas, nécessairement avoir le formulaire de rempli. Voilà. Pour tout simplement pour poser les choses. Et puis, entre guillemets, c'est parfois le contact téléphonique qui permet aussi aux langues de se délier. Alors, recueil du signalement par le référent signalement. On accuse sans délai réception du signalement. On va avoir la possibilité de s'entretenir avec l'agent présumé victime ou témoin afin de compléter les éléments à disposition, pièces du dossier. Après consentement écrit de la personne. En fait, il faut bien aussi vous dire une chose par rapport à ça, c'est que
on n'est pas dans une logique de délation, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une instruction qui est faite sur la base d'éléments qui remontent et sur la base des éléments aussi qui sont en lien parfois avec des faits ou des témoignages. Voilà. Sinon, ça serait aussi un petit peu trop simple. Après consentement avec personne, le référent en question peut s'entretenir avec d'autres témoins. Ces entretiens sont retranscrits dans un document écrit. De toute façon, il y a une grande traçabilité de ce point de vue-là. En fonction de la situation, il y a une orientation de l'agent présumé victime par le référent signalement. Déjà, cette étape-là, qui a lieu de manière quasiment concomitante à l'appel ou à la saisie d'un formulaire dans la foulée, on va être sur une logique de soutien immédiat. Comment on va pouvoir soutenir immédiatement la personne sans juger de la situation, hein, en donnant toutes les informations possibles et nécessaires par rapport à des soutiens associatifs qui existent ou des soutiens institutionnels. Des soutiens parfois aussi en interne, parce qu'on a, on a le service santé du centre de gestion avec psychologues et médecins, mais peut-être certains auront accès aussi, pour les on va dire les grosses collectivités ont parfois leur propre service de médecine, donc du coup, on pourra aussi orienter les agents vers ces situations, vers ces acteurs-là. Continuons. L'analyse par le cellule signalement. Alors, sur la base des éléments qui sont recueillis et puis, des échanges qui ont lieu, je vous ai dit tout à l'heure, il y aura toujours une première orientation de la victime qui sera faite sans préjuger de la situation. Mais à partir du moment où on va avoir des situations pour lesquelles il va y avoir nécessité, on va dire, de pousser un petit peu plus l'analyse et puis de rendre compte au niveau d'un point de vue santé et juridique, il y aura une analyse par la cellule signalement afin, si nécessaire, d'orienter la victime vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés. Dans les 15 jours qui suivent le signalement, alors les 15 jours, ça serait l'idéal. Et les 15 jours, en fait, ça va être assujetti à tout un tas de paramètres. Tout simplement, comment la personne va libérer sa parole. Des fois, la parole ne va pas être libérée la première fois. Peut-être comment on va aussi réussir à faire que, sur une question de témoignage, le témoignage ne sera pas forcément évident, ou la personne aura du mal aussi à matérialiser ce qu'elle a vu. Comment on va pouvoir l'aider sans prendre la main sur ce qui va être écrit. On va pouvoir l'aider à verbaliser par écrit les choses qui ont été, les situations qui sont les situations qu'elle a vécues. Donc en fait, ça peut prendre des fois un petit peu plus de temps que 15 jours. Mais dans les 15 jours, voilà, à partir du moment où on a ces éléments, dans les 15 jours, ça sera traité. Cette cellule signalement va aussi prendre connaissance des éléments du dossier. Elle sera animée, elle sera composée du coup du référent signalement, d'experts au niveau juridique et puis de professionnels de la santé. Et suite à ça, c'est sur la base de cette cellule qu'un recueil sera fait quant à la mise en place de propositions. Le compte-rendu sera adressé à la victime et avec son consentement à son employeur, si cette dernière, justement, autorise à ce qu'on puisse informer l'employeur, et il y aura fin de la confidentialité à ce moment-là. L'employeur en face devra prendre toutes les mesures fonctionnelles appropriées et assurer le traitement des faits en s'appuyant, si nécessaire, sur les propositions de la cellule signalement. Et vous verrez, on va voir par la suite quelles peuvent être les propositions de cette cellule signalement. Ces mesures peuvent être celle-ci, puis on pourra aussi éventuellement compléter, fonction le retour d'expérience qu'on aura, la réalisation d'une enquête administrative pour justement faire la lumière sur ce qui se passe. La question d'un changement d'affectation temporaire. Alors ces mesures, elles peuvent être combinées aussi. Hein. La question éventuellement d'une procédure disciplinaire. La question éventuellement de la protection fonctionnelle que l'on doit à chaque agent. La question éventuellement de mesures de médiation ou de promotion de la qualité relationnelle. Il se peut parfois que des situations soient en lien avec des problématiques de malentendus, des problématiques de conflits relationnels. Et la médiation, c'est quelque chose, on va dire la médiation sociale, c'est quelque chose aussi qui fonctionne bien même.
Donc, il y a l'orientation possible à l'autorité territoriale avec consentement de l'agent, mais sachez aussi une chose, et là aussi je marque un deuxième stop qui est important, c'est la possibilité d'orientation possible vers les autorités judiciaires sur la base de l'article 40 du Code de la procédure pénale. C'est-à-dire que directement, on va saisir le procureur de la République sur les faits qui nous paraissent pour nous graves, délictuels, et qui en plus, clairement, qui sont étayés d'un point de vue pièce. Voilà. Alors, si je reviens un petit peu sur ce dispositif, ce qui est important de retenir, c'est l'hermétisme et la confidentialité de la procédure. Ça, je remarque aussi un stop, dans le sens où à un moment, quand c'est rentré dans la cellule, quand le signalement est acté, il y aura la confidentialité sera levée uniquement si, et du coup, nous avons le pouvoir de le faire vis-à-vis de la personne qui est concernée. Donc, on lui demandera son avis. Donc, dans un signalement, si on est amené à dialoguer jusqu'à la phase, justement, où on lève la confidentialité, on dialoguera avec les personnes qui sont concernées, et on dialoguera aussi au sein de la cellule avec les personnes cellule de signalement, avec les personnes qui sont prévues dans la cellule de signalement. Voilà. Et tout ça, ça sera expliqué d'ailleurs à l'agent. Un accompagnement de la victime, de toute façon, il y aura toujours, et ça c'est quand même quelque chose qui est important aussi, il y aura toujours rapidement après finalement un accompagnement de la victime sans préjuger de la situation et sans préjuger finalement des tenants et des aboutissants. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait aussi parfois que ce qui est dit est parfois aussi, c'est pas sur la base uniquement des dires d'une personne que l'on peut qualifier des choses, parce que parfois il y a une vérité qui est soit arrangée, soit partielle, soit parfois qui est même, entre parenthèses, parfois beaucoup plus grave parce que la personne a du mal à parler. Donc il y aura cette phase-là d'accompagnement professionnel de la santé, explication des droits, verbalisation de la situation. L'analyse de la situation par le recueil des pièces et des témoignages, c'est quelque chose qui est aussi important, avec des entretiens physiques ou téléphoniques. Il y aura un rapport assorti de propositions aussi pour protéger la victime et avancer sur sa situation. Pour ce qui est des bilans, il y aura un bilan annuel quantitatif transmis à l'employeur, transmis pour info en CST ou en formation spécialisée si existence une de ces instances. Pour ceux qui dépendent du centre de gestion, ça se fera en centre de gestion. Ouverture du dispositif à l'ensemble des agents, candidats à un recrutement, dont la procédure a pris fin depuis moins de 3 mois, à l'ensemble des agents, candidats à un recrutement dont la procédure a pris fin depuis moins de 3 mois, et les agents ayant quitté les services depuis moins de 6 mois. Et, chose qui est importante, l'ouverture du dispositif se fera aussi sur les situations de violence conjugale détectées sur le lieu de travail. Voilà. Ce qui est important, c'est que l'employeur communique auprès de son personnel l'existence du dispositif. Ça, c'est prévu réglementairement, ce n'est pas à nous de le faire. Le centre de gestion préparera justement un petit livret explicatif de ce qu'il en est du dispositif de signalement. Gros stop encore important, en cas de saisine directe de l'employeur par la présumée victime ou témoin d'une situation décrite, la collectivité territoriale ou l'établissement public ne doit pas attendre l'activation du dispositif comme une réponse à l'analyse ou au traitement de la situation. Très, très important, même ça. En fait, au final, vous savez, M. Serre a évoqué tout à l'heure qu'en fait, ce qui est étonnant dans la réglementation, c'est qu'il vous faut conventionner avec le centre de gestion pour pouvoir proposer le dispositif ou pouvoir le monter en interne. Disons que la finalité de ce dispositif, c'est aussi de faire bouger les lignes du côté des employeurs pour que des situations qui arrivent, elles n'aillent pas jusqu'à la mise en place du signalement. La protection fonctionnelle dont bénéficient les agents victimes recouvre 3 obligations: prévention, assistance juridique et réparation. Là-dessus, entre parenthèses, pas la peine forcément d'attendre la mise en place du dispositif de signalement, puisque je vous dis, l'employeur, il y a une obligation générale de sécurité. La mise en œuvre du dispositif de signalement éclaire l'employeur sur les facteurs de risque psychosociaux qu'il doit évoluer au sein de son organisation. Parce que, pour tout vous dire, quand vous évaluez les risques psychosociaux, la méthodologie, très souvent qu'utilisent d'ailleurs par les personnes du centre de gestion, les psychologues, c'est GOLAC, et mine de rien, ça renvoie vers tout un tas
de champs qui sont en lien avec les risques psychosociaux. Voilà. Eh bien, j'en ai fini. Alors, on avait déjà quelques questions. Celle-là. Alors, les propos ou agissements de harcèlement peuvent ne pas être connus des stétos, car ça dépend aussi de ce que peut supporter une personne. Certaines personnes, vu que c'est dans le cadre du travail, se font une raison de ces agissements. Donc, sans tomber dans les extrêmes d'être trop ou peu alertant, quel doit être notre comportement en tant que manager, autant envers la personne harcelée ou du harceleur. Les propos agissements peuvent ne pas être connus des stétos. Oui, ça peut ne pas être connu des stétos, puisque de toute façon, il revient à la personne qui a vécu ces moments-là de se livrer. Et peut-être que ces situations silencieuses, en tout cas, le dispositif de signalement permettra le dispositif de signalement permettra aux gens de libérer cette parole. Auquel cas, le dispositif de signalement traitera ces situations silencieuses. Mais dans l'absolu, faire grief à l'employeur alors que la personne n'en avait pas parlé, il n'y aura pas de grief qui sera fait. Par contre, ce qui est clair, c'est que s'il y a une remontée, en tout cas toutes ces situations qui peuvent évoquer ces éléments-là, elles doivent être analysées et prises en compte. J'entends par là que vis-à-vis d'un encadrant, et la première, j'insiste beaucoup sur l'encadrant aussi, parce que l'encadrant, son rôle, il est aussi de faire remonter ces situations-là quand il voit des choses ou quand on lui en a fait part. Et puis, il traite à son niveau, en fonction un petit peu de ce qu'il peut traiter par rapport justement à ses compétences, mais par rapport aussi à son, on va dire, à ce qu'il a comme pouvoir. Mais il doit faire remonter, ça c'est sûr. Il doit faire remonter la situation et éventuellement traiter aussi ce qu'il peut à son niveau. Hein. Et si l'agent présumé victime refuse de lever l'anonymat, quel moyen d'action, quelle suite donner dans le cadre du dispositif? Eh bien, on en restera au stade de l'orientation. Voilà. Donc, il ne pourra pas y avoir de saisie de l'employeur. Pouvons-nous parler d'harcèlement moral? Lorsqu'un agent des écoles dit à un élève, ta mère, qui est contractuelle à la cantine, se fera virer si à faire le cantine. Merci pour votre réponse. Après, si vous voulez, c'est très difficile de traiter en ligne ces situations-là, parce qu'après, il faut voir le contexte général. Donc, en fait, c'est ta mère qui est se fera virer si elle continue à faire bébé. C'est un gamin. D'accord. Sinon, la mère bosse à l'école. Voilà. En tout cas, si ça a lieu de manière répétée, ça peut être amené à interpeller, mais de toute façon, dans cette situation-là, il faut protéger l'agent. Y a-t-il une prescription dans le dispositif? Pas de notion de prescription, parce qu'en fait, du coup, à partir du moment où le dispositif de signalement il est activé, on va tout faire pour avancer sur la question. Ce qui va faire qu'à un moment, il peut y avoir blocage sur le fait qu'on ne puisse pas alerter l'employeur parce que l'agent en question ne le veut pas. Ce qui peut faire que ça prend du temps, c'est qu'aussi l'agent mette du temps à libérer la parole. Donc du coup, peut-être qu'on arrive à nos fins au bout de 6 semaines ou 7 semaines, ce qui fait que ce fameux délai de 15 jours ne sera pas tenu. Le dispositif intègre les situations de violence conjugale détectées sur le travail. Concrètement, si la victime est dans le déni, est-ce que l'employeur peut faire le signalement? Quelles sont les marges de manœuvre? Alors, là-dessus, il faut savoir une chose, c'est que la question sur le dispositif, sur la partie violence conjugale, il y a des collectifs, il y a des centres de gestion qui n'ont pas fait le choix de l'intégrer. Nous, on a fait le choix de l'intégrer.
quand on prend le dispositif, c'est l'agent ou le présumé témoin. Vous faites partie, mine de rien, en tant qu'employeur, peut-être éventuellement des présumés témoins. Donc, à votre niveau, vous pouvez éventuellement, il faut en parler éventuellement avec l'agent pour libérer la parole, mais après, du coup, je sais que j'ai une situation là qui est en cours et sur lequel il n'y avait pas le dispositif de signalement, mais ils sont venus vers nous pour traiter ce point-là. Et en fait, c'est les psychologues qui sont intervenus, parce qu'en fait, il faut vous dire aussi une chose sur le dispositif de signalement, c'est que le dispositif de signalement, il renvoie pas vers les processus classiques, parce que vous avez toujours les processus classiques avec le soutien de l'équipe santé, le soutien éventuellement d'un psychologue pour que sur des situations, quand on a une inquiétude par rapport à un agent, vous puissiez demander une visite médicale à la demande de l'agent, pour qu'éventuellement vous puissiez demander avec l'accord de l'agent que l'agent soit reçu par la psychologue. Donc en fait, ça sera un petit peu fonction de la situation. Alors, ce que je veux dire, c'est par exemple un agissement qui a eu lieu et comment il est, enfin la problématique, c'est comment il a été traité aussi en 2017, comment il a été traité et à l'heure actuelle, comment il perdure. Parce qu'à l'heure, les faits étant passés, l'agissement à l'heure actuelle, il a pu perdurer, quoi. Vous avez un dispositif de signalement en interne depuis 2020. Pouvons-nous envisager une complémentarité entre notre dispositif interne et celui pour le CD pour offrir un agent une pluralité d'interlocuteurs qui favoriserait la je vous invite pas, parce qu'en fait, le dispositif du centre de gestion il est calé par arrêté et il ne s'adapte, enfin voilà, il n'est pas question de construire des dispositifs de signalement, on va dire, pour nous, protéiformes. Nous, on mène le dispositif de signalement tel qu'il est calé par l'arrêté. Je sais, j'ai déjà eu une question où, en fait, on me demandait de participer à un dispositif de signalement pour lequel les représentants du personnel étaient dans la cellule, étaient aussi référentiellement. Ce n'est pas ce qui a été retenu par le centre de gestion. Pose la question. Je voudrais plutôt laisser le choix à ces agents, en fait, de faire appel soit à l'un, soit à l'autre. Ah, ben si c'est ça, oui. Je comprends plus comme. Vous pouvez le faire, je pense que vous pouvez le faire, mais par contre, ça veut dire qu'il va falloir que vous preniez un nouvel arrêté qui fixe le dispositif avec à la fois soit le volet que vous avez en interne, soit le volet centre de gestion. Il y avait juste une question de traitement sous 15 jours, ouvré ou ouvré. Ouais, mais il ne faut pas s'appesantir sur les questions de 15 jours ouvrés ou ouvrables, parce que la réalité, c'est que, fonction des situations, entre recueillir les témoignages, libérer la parole, ça peut prendre plus de 15 jours. Hein. Voilà. Et surtout passer de l'oral à l'écrit, hein, parce que l'objectif du référentiellement, c'est pas aussi de prendre le stylo, c'est pour faire la lettre à la place. L'objectif, c'est de, à la limite, matérialiser les grands éléments. Voilà. Qu'est-ce qui structure, qu'est-ce qui est du factuel, qu'est-ce qui n'est pas du factuel. Pas traiter. C'est celle de 2017. Ah. Oui, si vous pouvez prendre la parole aussi oralement en connectant votre micro. Madame Giraud. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je mettais exactement parce que c'est exactement ce que vous décriviez. On a déjà un dispositif interne. Notre but n'est pas de faire changer le dispositif du centre de gestion, mais bien d'offrir à nos agents une pluralité d'interlocuteurs et de pouvoir soit saisir le dispositif que nous avons en interne, soit saisir le dispositif du centre de gestion. Et ceci dit, notre dispositif interne fonctionne sensiblement de la même manière que ce qui est proposé par le centre de gestion. On peut faire les deux, hein, mais après, du coup, ça veut dire que votre arrêté, il renvoie vers les deux types de dispositifs. Moi, je trouve qu'en termes de lisibilité, ça interroge un peu, parce que du coup, ça veut dire qu'il passe par le dispositif centre de gestion, et si ça ne fonctionne pas, vous voyez, comment on cale les choses? Il passe par le dispositif que vous avez en interne,
Mais je pense qu'il n'y a rien qui l'interdise, quoi. Tant que c'est fixé dans l'arrêté qui fixe comment fonctionne votre dispositif. Merci. Autre question? On a d'autres choses, Lise, de côté? Non, là, c'était les dernières questions. Je remonte voir si on les avait toutes. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'au final, l'activation de dispositifs de signalement, hormis les situations silencieuses où les personnes ont du mal à se libérer, ou des situations pour lesquelles l'employeur du coup, prend pas les mesures nécessaires, malheureusement, il y en a, le dispositif de signalement, au final, c'est un dispositif qui a peu lieu d'être. Peu lieu d'être. Madame Clos, comment les agissements peuvent-ils être involontaires par la non-connaissance? En fait, il y a quelque chose, mais il y a quelque chose qui est très important là-dessus, c'est-à-dire que, en fait, la notion de harcèlement ou d'agissement sexiste ou de discrimination, elle renvoie à la culture des personnes. Donc, il faut travailler sur cette culture-là, il faut sensibiliser autour de ces choses-là. On a vécu le monde du travail, il a beaucoup évolué en 20 ans. Il y a des choses qui se pratiquaient il y a 20 ans de ça, qui à l'heure actuelle, il y a des choses qui existaient il y a 20 ans. À l'heure actuelle, les choses ont évolué. Les blagues sexistes, franchement, ou des propos à connotation sexuelle, alors, voilà, moi, je suis attaqué en 2023. Il y a des choses qui ne passent plus, quoi, clairement. Et puis, en plus, il y a un cadre réglementaire derrière. Voilà. Et puis, il faut savoir que ça peut faire mal. Comment la personne reçoit les choses. Madame Giraud, il y a une question orale. Allez-y. Oui, nous, peut-être un petit témoignage, on se rend compte via le dispositif de signalement qu'on a mis en place, qu'on voit remonter pas mal de situations où finalement on est dans du conflictuel. Et c'est parfois difficile, dans ce que vous décriviez dans le diapo, les situations ne prêtent pas à confusion. C'est facile d'identifier dans ce que vous avez présenté que effectivement ce sont des cas de harcèlement. Après, quand nous, ce qu'on a vu remonter, souvent on avait très souvent des conflits entre deux agents qui nous signalaient du harcèlement et c'était assez difficile voilà, on est obligé de passer vraiment par une enquête administrative pour savoir s'il s'agit de harcèlement ou si c'est une relation conflictuelle qui nécessite une médiation. Tout à fait. Des moments, l'enquête administrative est là pour éclairer la situation. Après, qu'on soit clair sur le volet, la question conflictuelle, il y a des questions conflictuelles qui, quand elles sont clairement identifiées, ça ne va pas plus loin qu'au niveau du dispositif de signalement. Parce qu'en fait, si c'est du conflit, derrière le conflit, il n'y a pas toujours harcèlement. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez une personne qui ne vous dit pas bonjour le matin qu'elle vous empêche de travailler, parce qu'elle continue à vous donner des bonnes informations. Voilà. Et par contre, ça se traite sous ça se traite sous un autre aspect. Et l'autre aspect, ça peut être justement retisser le lien entre individus à travers la médiation, à travers le rôle aussi à travers le rôle de l'encadrement qui doit prêter attention à ces situations-là. Audrey Thomas. La convention avec le CDJ 63 a-t-elle déjà été adressée aux collectivités? Non, Audrey, elle le sera bientôt. Et si le problème est de l'encadrant, ça ne peut pas nous changer grand-chose. Il n'y a pas d'impunité. Il n'y a pas d'impunité. Problématique, il n'y a pas toujours des agents. La problématique, il y a aussi parfois de l'encadrement. La problématique aussi peut venir parfois d'un élu. Voilà. Donc, s'il y a un signalement qui va jusqu'au bout dans le cadre de cette situation-là, on ne s'interrogera pas sur la question de savoir si la personne est élue ou encadrant. Oui.
Moi, ce que je voulais vous dire, retenez ça, hein, c'est que l'employeur a une obligation générale de sécurité, donc le dispositif en soi, en fait, si le travail est fait en amont, à moins que les situations soient silencieuses, voilà, on va rester sur des choses qui sont très, très, très limitatives. Et je pense qu'honnêtement, le fait est que soit on monte le dispositif en interne, soit on le propose par l'intermédiaire de conventions aux collectivités, il aura pour intérêt surtout de bouger les lignes, de faire bouger les lignes et de faire que dans l'absolu, des situations qui existent, eh ben, on fasse tout pour qu'à un moment, les employeurs aussi n'utilisent pas, enfin les employeurs, justement, prennent en compte que le dispositif de signalement existe et que du coup, l'objectif, c'est pas d'en arriver jusque-là. Voilà. Donc ça amène tout le monde à se réinterroger, y compris agents, encadrement. Si le harcèlement vient justement de l'encadrant ou d'un élu, le dispositif va peut-être trouver tout son sens plutôt que de rester en interne. Oui, c'est une réalité, au même titre que, par contre, la situation avec l'élu, je la trouve évidente, la situation avec l'encadrant, il faut savoir une chose, c'est que l'encadrant, parfois, il a aussi un encadrant, parce qu'on va parfois tous exécutant de quelqu'un, hein, enfin, même tout le temps. Hein. C'est-à-dire que même un directeur général des services, au-dessus, il y a un élu hein, qui s'appelle président. Donc, à partir de ce moment-là, c'est aussi à lui de faire bouger ces lignes. Donc l'obligation générale de sécurité, ça c'est très 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 important et puis surtout sensibiliser sur le fait c'est tellement protéiforme la notion de discrimination ou autre que même sans savoir comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, et bien parfois on discrimine sans le savoir. Madame Claude. Ah, pour moi, la question d'un 15 jours ouvrable, elle n'a pas lieu d'être dans le sens où on fera tout pour que ça soit traité en 15 jours. Alors, vous dire qu'on s'interroge sur la notion d'ouvrable, elle n'est même pas prévue réglementairement. Comment L'objectif, c'est d'aller au plus vite. Hein, voilà, d'aller au plus vite parce que sur le papier, c'est 15 jours. La réalité, c'est qu'il faut que les paroles se libèrent, il faut recueillir les témoignages, ça ne se fait pas aussi vite que ça. Bon, ben, écoutez, je vous propose de conclure. Merci à vous. Merci à Lise, merci à Monsieur Serre. Merci à Blandine qui est à côté de moi. Voilà. On va vous adresser ces éléments. La présentation aussi sera disponible. Une rubrique bientôt disponible sur le site internet. Et une nouvelle rubrique bientôt disponible sur le site internet. Voilà. Bonne journée à vous.